Salut donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode 141. Aujourd'hui donc on va parler des bitcoins, surtout donc des altcoins. Comme tu le sais, moi dernièrement j'avais fait une vidéo il y a 2-3 semaines où je parlais en mal plutôt des altcoins et ce que je nommais les shitcoins. Après un épisode que j'avais vu écouté avec Robert Kiyosaki, certains écrits. Comme tu le sais, moi j'investis plus dans les bitcoins. Mais après cet épisode j'ai quand même plutôt réfléchi et bien regardé par rapport à tout ce que m'a dit mon invité. Donc je vais te dire tout après avoir remercié le sponsor. Preto, c'est Crédit Immobilier. Mon partenaire Preto te propose de comparer en ligne rapidement les meilleurs taux immobiliers et de bénéficier de l'expertise d'un courtier immobilier. Avec Preto, tu peux choisir le bon prêt car il calcule ton budget, la durée, la mensualité qui te convient. Les algorithmes de Preto testent rapidement plusieurs milieux de combinaison dans les offres bancaires et comparent les différentes offres pour toi. Après avoir constitué ton dossier et négocié ton prêt, Preto t'accompagne jusqu'à la signature finale chez le notaire. Pour tester et t'inscrire gratuitement, c'est ici thierry-du6henry.fr/pre, donc thierry-du6henry.fr/pre. De retour après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui j'ai Thibaut Ménanton, qui est donc un expert en investissement, mais surtout donc depuis un an en altcoin. J'ai voulu l'inviter parce que donc c'est pas comme certains qui disent qu'ils ont 15 ans, 20 ans. Si tu veux donc vraiment plus donc de Bitcoin, donc je t'enverrai vers l'épisode que j'ai fait avec donc Xolali Ziga. Donc lui, tu vas pouvoir suivre et comprendre comment il a fait pour partir donc de zéro, parce qu'actuellement ça tombe bien, les altcoins, les Bitcoins sont un peu en train de chuter. Donc tout ce qui chute normalement devrait remonter à un moment ou un autre. Donc il explique comment il a fait. Comment il a shifté de son habitude qui était lui de l'investissement immobilier et en bourse. Tu vas l'entendre quand il va parler, hein. Il a vraiment donc, des automatismes d'investisseur. Et donc comment il a fait pour se mettre dans les altcoins. Bien sûr il a un coach, il a un mentor, moi il le dit. Et il va donner plein de conseils, il va t'éclairer, parce que moi il y a plein de choses que je ne connaissais pas, où j'ai pas été chercher, je suis resté sur le Bitcoin, je me suis pas compliqué la vie. Et donc voilà, j'ai une autre vision des altcoins, même si je préfère sur le Bitcoin, mais bon. Voilà, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux vraiment apprendre, parce qu'il y a plein d'informations sur internet, mais bon, c'est bien donc de prendre une personne qui l'a vraiment fait, qui t'explique comment lui il a fait et pourquoi il le fait, et te donne une vision différente. Je te dis à tout de suite avec Thibaut. Salut Thibaut, comment tu vas? Ça va super, et toi Thierry? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va parler donc de crypto, de Bitcoin, enfin de monnaie virtuelle, avec tous les termes qui existent, donc tu vas nous clarifier un peu tout ça. Yes, Et puis bah donc ouais, on va avec- voilà, et pour ceux qui veulent qui sont débutants, c'est plus les débutants et ceux qui ont un peu de connaissances, mais il y a tellement de choses, c'est tellement vague et large qu'on va essayer de se retrouver. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait le pas donc d'investir, donc je te laisse te présenter puis on va partir sur les questions techniques. yes, super. Donc moi je m'appelle Thibaut Menanto, j'ai 28 ans, je suis originaire du sud-ouest de la France. J'habite à côté de Mont-de-Marsan et je suis originaire en fait en termes d'investissement, de l'investissement immobilier, donc depuis 7 ans maintenant. D'accord. J'ai fait un petit peu de bourse, un petit peu de trading depuis à peu près 3 ans, en solo essentiellement et avec un ami. Et j'ai basculé sur les cryptos plutôt récemment, mais la bascule s'est faite quand même très rapidement avec les bases que j'avais sur les autres investissements. Donc en fait, au premier confinement, autour des crypto-monnaies, le but c'était d'acquérir des connaissances. Et j'ai acquis des connaissances, mais pas que. Ouais, surtout quand on vient de la bourse, souvent on a un peu les mêmes termes, les bullish, enfin tous les trucs habituels dont on a déjà entendu parler, donc ça peut aider un petit peu. Mais toi, tu m'as dit en off que t'es pas trop trader, t'es plutôt investisseur, ou enfin, je sais pas si les gens font la différence, j'ai déjà fait des épisodes dessus. Quelle est ta position? T'es plutôt du genre à spéculer sur les cryptos ou te dire que c'est pour le long terme? Ah, moi j'ai vraiment un profil investisseur. Il y a plusieurs choses à ça. C'est que déjà j'ai une éthique et une volonté de créer l'avenir très forte en fait, naturellement, de par mon éducation. Et en fait, la notion de spéculation pour moi, aujourd'hui, oui, en crypto-monnaie, il y a beaucoup de personnes qui vont venir spéculer pour faire de l'argent, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai une partie d'objectif sur ça, mais je suis sur une notion d'investissement à long terme et je me trouve vraiment dissocié par rapport aux personnes qui vont investir sur des projets. On sait qu'aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il y a une qualité principale, c'est la patience. Et Mhm. la notion de spéculation, parfois, casse cette notion de patience. Et il y a beaucoup, notamment, de petits portefeuilles qui se font avoir à cause de ça. Donc, c'est pour ça que je me définis davantage investisseur. Tous les projets auxquels j'investis, je connais une grande partie des informations, et notamment les équipes dirigeantes, les analyses concurrentielles, choses comme ça. Donc, j'investis en connaissance de cause.
D'accord. Bah, tu vas donc nous aiguiller hein, pour ceux qui sont intéressés parce que techniquement donc tu avais un profil investisseur donc sur les actifs classiques on va dire donc l'immobilier et la bourse ça tombe bien. Donc là tu rebondis depuis un an donc sur la crypto. Tu vas nous dire un peu le début, comment t'es venu, sur quoi t'as commencé. Donc là actuellement quelqu'un qui commence, comment tu l'orienterais? Plutôt vers quel type de crypto? Est-ce que tu lui dirais directement prendre la sûreté de faire le Bitcoin? Moi, je t'en ai parlé en off, je suis plus Bitcoin, parce que pour moi, c'est l'or virtuel, hein, techniquement, et que les autres, donne-nous un peu en détail comment tu fais la différence entre tout ce qui existe. Yes. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que en crypto-monnaie, on peut faire des pourcentages qui sont exceptionnels. Et quand on vient du milieu de la bourse, ou quand on fait un 15, 20, 30% dans l'année, c'est exceptionnel, c'est vraiment un très très joli rendement. En crypto-monnaie, c'est quelque chose d'habituel, de très très courant. On peut faire ça à la journée, on peut même faire ça à l'heure parfois. Mais ça marche Ce aussi qu'on dans veut les... dire un peu, ce qu'on appelle un peu la volatilité. Enfin, grâce à la Exactement. volatilité. D'accord. Exactement. C'est aussi pour ça qu'il faut, voilà, il faut prendre aussi du recul par rapport à la somme qu'on va investir. Et ça, pour moi, ça c'est la première question que je pose aux personnes que je suis quand elles débutent dans la crypto-monnaie. La plupart du temps, ce sont des personnes qui n'ont pas investi ailleurs. C'est leur premier type d'investissement, puisqu'il est quand même plutôt accessible. Aujourd'hui, c'est déjà investir une somme qu'on peut perdre. Ça, c'est la base, vraiment. Et là, je mets un point d'honneur à mettre ça. Alors moi, je préfère une personne qui va investir 300 euros plutôt qu'une personne qui va investir 3000 mais qui va être sans arrêt sur son ordinateur ou sur son téléphone pour voir un petit peu comment ça évolue. Donc, Tu parles de 300 € tous les mois. C'est pas juste 300 € une seule fois, c'est tous les mois. oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, après, c'est en fait, peu importe ce qu'elle investit, en fait, c'est qu'elle soit capable de presque oublier cette somme. Tu vois, dans la logique, c'est vraiment j'ai investi et comme je vise le long terme, je suis presque capable d'oublier que j'ai investi en crypto-monnaie. Alors, c'est une image, bien évidemment. Mais déjà, pour moi, ça, c'est la première chose. Et puis après, pour répondre à ta seconde question sur est-ce que le Bitcoin peut être une solution pour les débutants, aujourd'hui, j'ai envie de dire, sur la période où on est aujourd'hui, en février 2021, on sait qu'on est sur un marché haussier très important sur toute l'année 2021. Alors évidemment, c'est pas des conseils d'investissement parce que je ne suis pas conseiller d'investissement. Mais aujourd'hui, qu'on tape sur du Bitcoin ou sur de l'Ethereum, on est à peu près sûr qu'on va faire une plus-value. Après, on va pas... Surtout avec... bon, je voulais pas qu'on y attaque maintenant, mais en off, je t'en ai parlé un peu. Et puis ceux qui ont un peu l'œil ouvert enfin, les oreilles ouvertes ont dû voir que il y a plein de signaux. Donc là, je vais tous les donner d'un coup. Vas-y, vas-y. Donc, il y a les banques qui, depuis 10 ans, font que de la merde, pour être précis. Hein. Donc, on a tous envie de changer. Les journaux en parlent, ce qui est pas très bon en général, parce qu'il faut arriver avant que les journaux en parlent, même s'ils en parlent pas tant que ça. Il y a Tesla, donc, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Enfin, Elon Musk. J'allais dire Zuckerberg qui est son ennemi, mais bon, Elon Musk, qui a investi il y a 1,5 milliard, je crois, dernièrement. D'autres sociétés y pensent. Amazon aussi a fait des petits gestes. Je crois qu'ils font des tests au Mexique. Il y a Visa et Mastercard qui se mettent dessus. Il y a aussi beaucoup de hedge funds. Et il y a aussi surtout BlackRock. Et dernièrement, je crois qu'il y a eu Jay-Z et la Deutsche Bank. Et après, Deutsche Bank et il y a aussi Twitter. Enfin, tout le monde s'y met. Mais surtout, les gros, quand ils s'y mettent, si eux prennent le risque, techniquement, on peut se dire que personne ne pourra les disrupter parce que enfin, ça va commencer à faire effet boule de neige. Donc, est-ce que donc c'est des choses qui rassurent et qui vont dire que, comme on disait, on va arriver aux 100 000 et le terrain, je crois, est passé dernièrement à 2000, donc va doubler, va tripler automatiquement parce qu'il y a plein d'acteurs qui s'y mettent. Alors, faut faire attention à pas mal de choses. En fait, alors, il y a déjà l'aspect analyse technique, c'est-à-dire l'aspect qu'est-ce que le Bitcoin et techniquement, donc c'est-à-dire que sur un graphique, est-ce qu'il est en tendance haussière ou en tendance baissière? Aujourd'hui, il est passé en tendance haussière depuis le mois de novembre-décembre. Et puis il y a l'analyse fondamentale, évidemment avec toutes les news que tu as pu citer, avec BlackRock et puis avec Elon Musk qui fait une publicité et qui au final le plus grand VRP du monde pour le Bitcoin un petit peu et donc pour la crypto-monnaie. Faut bien comprendre aujourd'hui qu'en fait derrière la crypto-monnaie il y a toute une technologie. Et cette technologie va permettre de régler des problématiques concrètes. Je te prends un exemple très très simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle VeChain. Pour ceux qui veulent la chercher, c'est VET son sigle, qui va gérer les vaccins du Covid dans un hôpital à Chypre.
On a la technologie HBAR qui va aussi gérer une partie des stocks des vaccins et notamment la gestion de la patientèle. On a des villages en Suisse et en Espagne qui ont créé leur propre crypto-monnaie pour relancer l'économie suite à l'épisode Covid. Et donc en fait, aujourd'hui, la crypto-monnaie et les projets qu'il y a dans les différentes crypto-monnaies, parce qu'aujourd'hui, investir en crypto-monnaie, c'est investir sur des projets, vont répondre clairement à des problématiques concrètes sur le terrain. Je te prends un exemple très très simple. Aujourd'hui, Carrefour, donc la grande chaîne de distribution française, aujourd'hui Carrefour gère la traçabilité de certains de ses produits grâce à la blockchain pour justement être capable de dire tiens, on a une viande qui a causé, je sais pas, une intoxication alimentaire, et on est capable de remonter la chaîne pour voir à quel moment, quel intermédiaire ça a pu partir en cacahuète. Ouais, donc enfin, j'en ai parlé dans l'épisode que j'ai fait avec Xola Liziga. Et là, donc, ça tombe bien que tu reparles de la blockchain, c'est plutôt ce qui est derrière, en fin de compte. Et il y a ce qui est devant, donc le Bitcoin qui arrive en premier et tout ce qui vient après. Mais il y a aussi tous les projets qui sont faits autour de la blockchain, qui est vraiment la base et ce qui est le côté décentralisé, qui rassure et où il y a plein de projets. Il n'y a pas que le côté financier et argent, il y a vraiment le côté futur, on va dire. Exactement, et la personne aujourd'hui qui a une vision à long terme, au moins, alors une vision à long terme en crypto, c'est 3-4 ans, hein, c'est pas comme en bourse, mais une vision à long terme à 3-4 ans, va pouvoir emmagasiner des projets aujourd'hui qui au final ne valent pas grand chose par rapport à l'apport que ça va être. Je te prends un exemple tout simple et une comparaison très très simple. À un moment, alors j'ai plus la personne en tête, mais moi j'ai l'histoire d'Henry Ford qui me vient comme ça, c'est qu'il y a eu l'invention du moteur et comment dire, l'invention de la voiture. Mais ensuite de ça, il a fallu, alors c'est bien, on avait le moteur. Nous, en crypto-monnaie, le moteur, c'est Bitcoin. Il a changé la face du monde. Mais par contre, il va falloir des entreprises qui fassent des pneus, qui fassent de la carrosserie, qui fassent des rétroviseurs. Et en fait, c'est tout ça aujourd'hui, c'est tout cet écosystème qui est en train de se construire, mais qui est à ses balbutiements. Et en fait, le Bitcoin est la porte d'entrée sur l'investissement, puisqu'aujourd'hui, Tesla, ils ont investi 1,5 milliard dans le Bitcoin. Mais ensuite, une fois que le Bitcoin, à un moment, tout le monde un petit peu aura investi dessus et il n'y aura pas vraiment de grosses variations, ils vont répartir leur crypto-monnaie, leur Bitcoin, sur les autres crypto-monnaies. Et c'est surtout que par rapport à ce que tu dis, parce que je l'ai dit au début, mais c'est vrai qu'on des fois c'est très confus. Et là, je vais te donner plein d'exemples, donc on va encore repartir. Donc je vais un peu embrouiller les gens, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. C'est que on compare toujours la Bitcoin à l'or, et il est vrai que techniquement ça reste l'or, à part que c'est plus fluide, c'est plus facile à transférer, mais comme tu dis, à un moment, il y aura, surtout que là on est limité, donc on sait très bien qu'il y a une limite, donc c'est l'avantage du système. Et donc c'est plus là pour stocker que pour dépenser, parce que si tout le monde s'y met, les milliards de personnes s'y mettent, on pourra pas dépenser. C'est pas fait pour dépenser, mais il y a d'autres monnaies qui sont faites pour dépenser, si je comprends, d'autres cryptos qui sont faites pour dépenser. Ah, ça va être le cas. Alors aujourd'hui, si tu veux, le Bitcoin, un envoi de Bitcoin, ça va coûter à peu près une dizaine d'euros en termes de frais. Et de toute façon, on sait très bien qu'il va être limité, mais on va pas envoyer un Bitcoin. Aujourd'hui, la personne, elle peut acheter 10 euros de Bitcoin, elle aura 0,0000 Bitcoin, on va dire, on ne sait pas exactement, mais elle va pouvoir avoir une toute petite partie de Bitcoin. Alors oui, c'est limité, oui, ça va être une valeur refuge, ça dépend d'une seule chose, c'est de la confiance qu'on va mettre dans Bitcoin. Alors aujourd'hui, quand Elon Musk met 1,5 milliard de dollars, forcément, il a confiance dans le Bitcoin et ça donne confiance aussi à tous les autres investisseurs. Maintenant, on a par exemple la crypto-monnaie Ethereum qui, elle, son but, c'est justement de faciliter toutes les transactions qu'il peut y avoir dans le monde sur la crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, Ethereum est en transformation parce que tout le monde utilise Ethereum et quand tout le monde utilise quelque chose, ça peut complexifier les choses au niveau informatique et ça fait des frais de transaction qui commencent à être très élevés. Mais donc en début 2022... Ce sera toujours moins cher que le Swift. Ah ça par contre, ça je suis d'accord avec toi. Et puis accessoirement, moi je trouve encore dingue que quand on doit faire un virement bancaire à un ami, admettons on le fait le samedi à 13h, on le reçoit uniquement le mardi à 10h du matin. Ça va prendre 3 jours parce que les banquiers sont en week-end. Moi je trouve ça incroyable. Aujourd'hui je fais un transfert en crypto-monnaie, ça prend 5, 10, 15 minutes maximum. Mais est-ce que c'est pas là, en fin de compte, que là va tout exploser? C'est parce que c'est vrai que j'en ai parlé au début, c'est la disruption des banques. Parce que, en fin de compte, quand on regarde, et beaucoup de gens le disent, hein,
Moi, je ne connais rien enfin, toi plus que moi, largement, mais on n'est pas, je suis pas un expert financier. Euh, le Bitcoin, la crypto, le blockchain, ça correspond en fin de compte à l'Internet d'il y a 30 ans. Pareil. Tout le monde se moquait d'Internet, disait mais ça ne marchera pas. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple du moteur, mais c'est pareil. C'est des choses qui étaient nouvelles et ça prend un peu de temps. Mais en fin de compte, voilà, maintenant on est tous sur Internet quasiment. Et pourtant, il y a encore plein de gens qui n'y sont pas. Hein. Et au début, personne n'y comprenait rien. Il dit mais non, il y a des pages. Et en fin de compte, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça a redonné le pouvoir au peuple. Et là, la monnaie, et je crois que c'est même... Ah non. Oui, c'est bon, je vais pas rentrer dans... C'est Rothschild qui dit, en fin de compte, voilà, pour contrôler, en fin de compte, un pays, il faut contrôler la monnaie, et le pouvoir monétaire, c'est tout. Et donc, techniquement, si on reprend le pouvoir sur la crypto-monnaie et l'argent, on reprend le pouvoir. Et c'est pour ça aussi que ceux qui sont encore le plus compliqués, les plus chiants, c'est les politiques qui nous embêtent, qui disent que ça marchera pas. Ouais, mais après, faut bien comprendre la situation. Ils ne peuvent pas dire comme Bruno Le Maire, ministre de l'économie française actuellement, à 70 millions de Français, oui, le Bitcoin sera la solution, parce qu'au final, ça veut dire qu'ils vont perdre la main sur une partie des choses et que eux ne pourront pas anticiper, parce que leur but aussi à eux, c'est d'anticiper les mouvements de masse et d'être avant exactement ce qu'on fait actuellement en crypto-monnaie. Il faut bien comprendre une chose, et pour en avoir discuté avec un ami qui était trader chez AXA et qui maintenant a quitté la société, aujourd'hui, JP Morgan et Goldman Sachs, ils n'ont pas officiellement investi en Bitcoin, mais qui possède la majorité des parts de l'entreprise Tesla? C'est JP Morgan et Goldman Sachs qui font partie des plus grandes banques mondiales. Qui est à la tête du Trésor américain? C'est un ancien de chez Goldman Sachs. Qui est à la tête de l'État français, Emmanuel Macron? C'est un ancien de chez Rothschild. Et en fait, on se rend compte que les banques, évidemment, le pouvoir financier supplante tous les autres pouvoirs. Et quand on a le pouvoir financier et le pouvoir médiatique, on est capable d'avoir tous les pouvoirs. Et en fait, ces banques-là, Rothschild a d'ailleurs commencé à investir aussi dedans il y a déjà plusieurs mois, en fait, investissent mais ne peuvent pas dire le Bitcoin c'est fantastique, parce que ils vont se décrédibiliser d'un coup. Mais ils sentent bien le vent tourner, et donc vont investir à travers des entreprises qu'ils possèdent en fait quelque part. Mais ce qui est marrant, c'est que par rapport à ce que tu disais, j'ai entendu parler dernièrement, donc je pense que tu connais plus que moi, euh, beaucoup tentent de quand même tenter de contrôler tout ça, parce que je crois que j'ai entendu qu'ils veulent faire l'e-euro, je crois, c'est ça? Ouais, alors ça c'est une invention fantastique, hein. Si tu veux, un petit peu pour expliquer ce que sera l'euro numérique, donc ce qu'on appelle un CBDC, c'est une monnaie tout simplement numérique d'État. C'est-à-dire que 1 euro aujourd'hui, vous pouvez l'avoir en pièces, vous pouvez faire un chèque de 1 euro, vous pouvez avoir 1 euro sur votre compte, et puis à un moment, vous allez pouvoir avoir 1 euro numérique qui va passer à travers ce qu'on appelle donc une blockchain, un grand livre de compte. Et ce qui est génial avec l'euro numérique, c'est que oui, ça va faciliter les transactions, parce que ça utilise la crypto-monnaie, donc c'est une crypto-monnaie, donc ça va pouvoir faciliter les transactions. Sauf qu'avec cet euro numérique, ils vont pouvoir contrôler toutes, et j'ai bien dit toutes, les transactions qui seront faites sur cette blockchain. C'est-à-dire qu'ils auront la main, donc le principe d'une crypto-monnaie où il n'y a pas de tiers de confiance, où il n'y a pas de centralisation, est complètement bafoué en fait. Donc c'est de l'euro numérique pour avoir encore plus de contrôle sur ce que peuvent faire les gens. Aujourd'hui, je te prends un exemple très très simple. Au mois de janvier, il y a une réglementation qui est passée sur les paiements de plus de 500 euros sur Internet. Et aujourd'hui, si tu veux faire un paiement sur Internet de plus de 500 euros, tu as quasiment 3 chances sur 4 que ta banque te refuse le paiement de façon unilatérale. Pourquoi? Parce que les banques sont en train de mettre le holà sur énormément de choses pour que les fonds restent justement au sein des banques parce qu'ils sentent bien le vent tourner. Et je te prends un exemple très concret, j'ai voulu acheter un lit king size il y a une semaine avec ma copine, c'était 528 euros et le paiement n'est pas passé. Et le paiement est passé parce que j'ai payé en 4 fois derrière, c'était l'autre solution derrière. Et moi, aujourd'hui, au quotidien, pour les gens qui veulent déposer plus de 500 euros en crypto-monnaie, ça passe comme un paiement, en fait, comme si tu es sur n'importe quel site d'achat-revente. Et ben, aujourd'hui, il y a des vraies problématiques, en fait. Et les banques prennent de plus en plus de contrôle sur ça. Et en fait, les gens ne le sentent pas. Voilà, parce que les paiements de 500 euros pour le commun des mortels sur Internet, on en fait quand même très très rarement. Et en fait, il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est qu'il faut reprendre la main sur son argent. Et la crypto-monnaie, aujourd'hui, comme le Bitcoin, mais comme beaucoup aujourd'hui, va permettre ça.
à la différence d'un crypto-euro qui au final sera comme l'euro, mais admettons tu retires du cash au distributeur et après tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de trace. Bah là, il y aura forcément une trace. Il y aura forcément une trace. Ouais, Donc ça veut dire, on en revient toujours à contrôler. Et en plus, quand on parle souvent de blockchain, on parle de super écriture ou d'outils de confiance. Bah, là, en fait, quand t'as donné une bonne description, tu veux faire ce que tu veux avec ton argent, et ta banque qui est juste un intermédiaire qui tu devrais être, enfin, tu devrais avoir confiance en elle, quoi. Et en fait, elle t'empêche de faire ce que tu veux faire avec ton propre argent. Et moi, ce qui m'avait dernièrement, avec une vieille banque, j'aurais jamais dû m'inscrire, et pourtant elle est connue, à la Poste, ils ont perdu un chèque à moi. Ils m'ont mis un interdit bancaire. Je le dis parce que je l'ai dit un peu partout. Là, moi, ça m'énerve. Donc, moi, je dis, il faut arrêter les banques, quoi. Je les appelle, ils me disent, j'ai pas le temps, je travaille. Je dis, mais attendez, vous avez perdu mon chèque, vous me mettez un interdit bancaire, c'est vous qui avez perdu mon chèque. Je le retrouve, je leur envoie. Ah oui, j'ai mal expliqué. J'ai un client qui était chez un client. Je récupère le chèque parce qu'il était passé interdit bancaire. Je leur envoie. Et ils me disent, non, vous auriez dû renvoyer une copie. Je dis, non, mais attendez, moi, je vous fais confiance, vous êtes ma banque. Je vous envoie comme je vous envoie donc l'original. Et vous perdez mon chèque et vous me demandez de faire une provision. Je dis, mais vous êtes pas bien, vous avez pété un câble, j'ai besoin d'utiliser mon argent, c'est mon argent. Donc là, je dois porter plainte, prendre un avocat, enfin n'importe quoi. Et on en revient, en fin de compte, à ce que je disais au début, c'est que ce que font les banques, tout ce qui est disruptif, va pouvoir donc aider à avancer. Mais on va revenir, parce que là, on est parti un peu dans tous les sens, mais c'est ma faute, c'est moi qui pose la question. Donc, on parle beaucoup donc, de ce qu'on appelle la DeFi. Tu vas nous décrire ce que c'est et comment, donc, quand on veut faire un investissement, on choisit par rapport à ce que tu as dit, donc plutôt, en fait, le projet que la monnaie. C'est un peu ça que tu disais au début. Alors, tout à fait. Et donc, Alors, indirectement, tu vas nous écrire les différents altcoins. ouais, alors si tu veux, c'est que oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Il y a DeFi au sens large du terme, et puis le domaine vraiment spécifique de la DeFi en lui-même. Deux choses différentes. Donc, en fait, on a d'abord l'investissement sur différentes crypto-monnaies, puisque différents projets, et on va pouvoir générer à la fois des gains et des pertes, puisque c'est le principe d'un marché financier, sur ce qu'on appelle des altcoins, c'est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies autre que le Bitcoin, tout simplement. Et donc là, c'est tout simplement de l'investissement en fonction d'un projet, sans passer par un tiers de confiance, c'est-à-dire la banque. Aujourd'hui, si vous voulez acheter des actions de n'importe quelle entreprise, vous pouvez passer par une banque. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des seules façons, sauf s'il y a peut-être des plateformes sur Internet qui proposent en direct. Mais voilà, aujourd'hui, on ouvre un PEA à la banque et on achète des actions et c'est comme ça que ça marche. Et vous avez des frais à l'entrée qui sont assez élevés et des frais à la sortie qui sont assez élevés. Et en plus, il y a des frais de transaction qui sont assez élevés, quoi qu'il arrive. Ils prennent leur beurre là-dessus et qu'on se le dise clairement. Donc en fait, le but de la crypto-monnaie, de l'investissement en crypto-monnaie, c'est déjà casser cet intermédiaire. Déjà, ça c'est la première base. Donc les frais sont 10 fois moins élevés que sur une banque classique. Et puis ensuite, il y a le fameux phénomène de DeFi. Alors, DeFi, c'est tout simplement de la finance décentralisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez mettre votre argent à disposition sur une plateforme en ligne. Il y aura un contrat intelligent qui sera notifié et signé par les deux parties. Et le deuxième partie va pouvoir prendre cet argent, faire ce qu'elle souhaite avec, et rembourser des intérêts tous les jours, tous les mois ou tous les ans. Et en fait, il n'y a pas de tiers de confiance au milieu, il y a simplement un contrat intelligent informatique. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de triche, il ne peut pas y avoir de changement d'un cours à l'autre. Enfin voilà, c'est acté, c'est comme ça, c'est noté sur la blockchain. Et donc en fait, il y a un engagement similaire. Alors j'essaie de le faire assez simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Il y a un engagement des deux parties qui est noté sur la blockchain et la personne va rembourser obligatoirement la personne qui a mis son argent à disposition. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir des taux d'intérêt qui vont de 10, 15, 20, 30, même 50% à l'année, juste tout simplement en mettant son argent à disposition pour une autre personne. Et en fait, ça crée des mouvements comme ça, de va-et-vient, de prêt d'argent et d'emprunt, de façon à justement créer un mouvement similaire à ce qui se passe en banque, sauf qu'en banque aujourd'hui, vous mettez votre argent en banque, elle vous redonne 0,5% à l'année derrière, sauf que ils ont fait travailler votre argent et ils en prennent bien plus à côté. Donc le but, c'est vraiment de casser les standards de la finance actuelle. Il faut savoir que c'est des standards qui sont là depuis très très longtemps. On parle notamment des accords de Bretton Woods après la guerre 39-45 par rapport
à l'or, tout ça. Mais les banques sont déjà implantées. Voilà, c'est aujourd'hui le système bancaire est à la ramasse complet. Et donc en fait, c'est tout simplement cette possibilité-là. C'est de se dire, je veux pouvoir mettre mon argent dans un endroit où je vais avoir des intérêts suffisants pour que je me dise, oui, c'est quand même intéressant. Et sans forcément avoir une part de risque. Jusqu'à quel montant? Alors là, tu peux investir. Alors ça va dépendre en fait. Ça va dépendre ce qu'on appelle des pools de liquidité. Alors ça, c'est un autre terme. C'est tout simplement un petit peu comment dire. Si je veux caricaturer ça, c'est un petit peu jusqu'à le niveau de la banque en fait. On va avoir par exemple, Le niveau des capitaux, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Tu vois, tu vas avoir D'accord. une banque postale où si tu vas déposer des montants élevés, très très élevés, il va pas y avoir suffisamment de sécurité. Donc, vaut mieux déposer des petits montants. Et puis, tu vas avoir d'autres plateformes, un petit peu comme des grandes banques aujourd'hui, comme HSBC, des choses comme ça, où là, tu vas pouvoir monter sur des capitaux très très élevés. Mais aujourd'hui, la Enfin, personne enfin, enfin, on dit ça, mais la crise de 2008 ou 2007 est venue grâce à ça, parce qu'en fin de compte, les banques étaient pas assez capitalisées et ça n'a pas trop changé. Exactement. L'État eux-mêmes, on sait très bien que tous les systèmes bancaires sont, sans être méchants, devraient tout être coulés. Mais bon, après le système, ça va faire couler le système. Mais bon, voilà. Parce que moi, en fin de compte, quand tu as parlé à ça, donc, est-ce qu'il y a un Alcon pour l'immobilier? Moi, j'aimerais bien demain emprunter en Alcon 200 000, 300 000 pour faire de l'investissement immobilier. Est-ce qu'il y en a un Alcon? Alors là, je vois on va balayer plein de sujets. Parce qu'alors, un altcoin pour l'immobilier, aujourd'hui, tu vas avoir des projets qui vont tourner autour de l'immobilier. De toute façon, tu as des projets pour à peu près tout ce qui se passe dans le monde. Enfin, je veux dire, tu peux trouver aujourd'hui, il y a à peu près 8000 projets, donc 8000 crypto-monnaies disponibles. Ouais, mais est-ce qu'ils sont tous bien? Excuse-moi de te couper. Ah Est-ce ben qu'ils sont non. tous bien? Parce qu'à un moment, on parlait des ICO, enfin de ISO, on en parle moins, c'est un peu de ce qu'on faisait en bourse, donc des introductions. Et il y a eu plein d'arnaques par rapport à ça. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Est-ce que c'est toujours aussi intéressant? Mais alors, attends, parce que là on Excuse-moi, balaye je vais trop plein loin. de choses en même temps, Thierry, donc il va falloir... Tu m'as donné 45 minutes. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Plusieurs choses. Aujourd'hui, les ICO, donc c'est-à-dire donc des introductions de crypto-monnaies, sont quelque chose de quand même plutôt risqué, puisque c'est tout simplement qu'on va investir sur une entreprise qui est à ses débuts. Donc ça, c'est déjà très important, puisque il n'y a pas vraiment d'expérience ou de recul. Donc là, c'est vraiment un pari sur l'avenir, et il faut quand même gérer cette notion de risque. Donc éventuellement, on peut faire ça, mais à des montants quand même qui sont relativement faibles. Aujourd'hui, il y a des projets qui commencent à être sérieusement implantés, et là, ça va devenir intéressant. Mais en fait, on est vraiment aux fondations des choses. Enfin, je veux dire, c'est comme si on misait sur Apple ou Microsoft à leur début. On est Non, vraiment c'est un peu l'esprit du business angel qui, lui, arrive très tôt, prend tous les risques, mais s'il réussit, bien pour lui. Et après, tu as différents niveaux, comment dire, les secondes levées de fonds, troisième levée de fonds, et ceux qui arrivent à la fin, en général, ils ont aucun risque parce que, voilà. C'est un Voilà, peu en ça. fait, et donc nous, l'idée, c'est de pas forcément, aujourd'hui en tant qu'investisseur, enfin moi, ma position là-dessus, c'est de pas forcément arriver dès les premiers, parce que pour moi, le risque, c'est quand même élevé, et l'exposition au risque, c'est quand même quelque chose d'important. Mais par contre, d'arriver peut-être dans la deuxième, ou voire troisième vague d'investisseurs, et de se dire, ok, ça veut dire qu'il y a déjà un recul. Certes, je prends un risque à investir sur un projet qui, aujourd'hui, n'a peut-être pas encore fait ses preuves, mais il y a quand même des preuves, il y a quand même des choses qui ont été mises en place. Tu vois, les projets que je t'ai cités tout à l'heure, il y a des choses concrètes. Et concrètement, il faut mettre en place des choses. Par exemple, le projet IOTA, donc IOTA, a pour but d'introduire, notamment de s'introduire dans les GPS des marques Range Rover et Jaguar pour faciliter le trajet en temps réel, faire un petit peu ce que fait Waze aujourd'hui, mais alors évidemment sur des niveaux de précision et d'adaptation qui sont exceptionnels. Donc, tu vois, c'est des projets concrets que je te parle, tu vois, c'est vraiment là-dessus. Et pour répondre sur la partie immobilier, aujourd'hui, tu peux acheter, par exemple, un bout d'un château, je sais pas, un château qui est à côté de chez toi, et tu vas acheter une toute petite parcelle grâce à la crypto-monnaie, puisque auparavant, alors admettons, le château a été divisé en, je sais pas moi, 10 000 parts de 100 euros, et toi tu te dis, bah tiens, je vais acheter un bout du château, et comme ça, du coup, ça te permet de faire de l'investissement en immobilier, de posséder une part de ce château grâce à la crypto-monnaie, et ça c'est ce qu'on appelle le milieu des NFT, des non-fungible tokens, donc non-fungible tokens, c'est-à-dire c'est des tokens, donc
d'entreprises ou de propriétés comme ça, ou d'œuvres d'art, des choses comme ça, qui sont uniques, en fait. Ah, mais ça, en fin de compte, je comprends parce que ça existait déjà dans le monde classique. Ça ressemble même indirectement à... Non, j'allais dire une bêtise. J'allais parler de titrisation, mais c'est pas la même chose. Mais c'est des choses qui existent déjà, que tu peux faire avec des sociétés... Mais moi, je te parlais juste, moi, je veux prendre le cash et acheter du vrai immobilier. Moi-même, je veux 100%. C'est plus ce type d'Alcon que j'aurais voulu avoir, Harcos. D'accord, ok. Un Alcon emprunt. Mais bon, là, c'est personnel. On Alors en là, je parlera. t'avouerai que j'en ai pas en tête qui viennent sur du pur immobilier comme ça. Parce que là, en Euh, fin de compte, on viendrait prendre... Déjà, avec plein de trucs que tu as dit avant, tu viens un peu disrupter ce que fait la banque. Ouais. Mais là, si tu viens disrupter ce qu'ils adorent faire, c'est faire des crédits immobiliers comme ça, ils te bloquent pour 20 ans. En fin de compte, il faut deux trucs. Tu vends une carte bancaire et tu leur tues leur business, et tu leur tues le business ou tu viens faire un crédit immobilier. Après, bah, la banque ne sert plus à rien techniquement. Parce que Ah, mais ok. l'argent, on ne le voit jamais, il est toujours en compte, il est déjà numérique en fin de compte techniquement. Bah, bien sûr. Donc on n'a plus besoin. Mais quand on a besoin d'un bon crédit immobilier ou une voiture, on vient les voir. Ah bonjour, vous allez bien? Et on a fait trois bons relevés au compte bancaire et on a besoin du crédit. Est-ce qu'il y a un Alcon qui permet d'acheter de l'immobilier à Alors, 100%? aujourd'hui, tu vas pas je ne pense pas, alors t'en as peut-être sûrement qui font ça, mais je pense que ce que tu veux dire, c'est est-ce que c'est possible de faire un prêt grâce à la blockchain sans passer par les banques, en fait? C'est ça? Enfin, je te dis ça, mais j'y réponds parce que j'ai eu un ami dernièrement qui a acheté son appartement au Qatar en Bitcoin. Et il a pu le faire. Mais en Oui. France, je sais pas si c'est possible. Tu viens avec le Alors, Bitcoin, t'achètes-le. ah ben ça c'est alors là c'est encore une autre question si tu veux, c'est que ça dépend. Ça dépend de la personne qui va te le vendre en fait. Tu vois, je voyais encore des articles de 2019 où ils disaient à l'époque que Decathlon allait pouvoir accepter le Bitcoin, ce qui n'est pas du tout le cas encore pour le moment. Mais si on se met à accepter le Bitcoin partout, là, les banques n'ont plus aucun contrôle sur l'histoire. Parce que toi, tu achètes du Bitcoin. Admettons, tu achètes du Bitcoin maintenant. Là. Il doit être à 40 000 parce qu'il a corrigé ce matin. Il est à 40 000 dollars. Le Bitcoin, il explose. T'en achètes aujourd'hui. Et t'en achètes un. Et dans 10 ans, il est à 400 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as 400 000 dollars de Bitcoin. Bah, tu peux acheter ta maison cash en Bitcoin. Et si le gars il accepte le Bitcoin, bah, la banque aujourd'hui elle a pas la main dessus si tu veux, donc elle peut pas fiscalement aujourd'hui les règles fiscales, bah, elles sont faites de façon à quand tu transfères ton Bitcoin en fiat, donc c'est-à-dire en monnaie fiduciaire, en euros, en dollars. Et il n'y a pas d'imposition en lui-même sur l'actif numérique tant que Pas tu ne le encore. repasses pas On m'a dit que ça arrive bientôt, paraît-il. Est-ce Ah qu'il bah arrive, c'est sûr que ça va arriver, c'est sûr, Et le c'est seul sûr. problème aussi, je pense, c'est le côté notarial. Est-ce qu'ils vont pas, parce qu'ils ont l'habitude de faire ce qu'ils appellent des levées de fonds, enfin, peut-être pas des levées, le levé d'hypothèque, donc là, il n'y a pas d'hypothèque. S'il y a pas de crédit, ouais, je pense que s'il n'y a pas de crédit sur le bien immobilier du vendeur, il faut juste que le notaire arrive à le mettre par écrit, qu'il y a eu un échange de biens, j'ai oublié le terme en termes immobiliers, qu'il y a un échange donc de pécunier entre les deux et que voilà, ça s'est fait. Mais Ah bon, bah ça, après oui, après il faudra ce valider serait, ça. ce serait une autre question. Ouais. Donc là, là c'est sûr, j'ai embrouillé tout le monde. Donc pour ceux qui restent là, qui sont encore là, donc techniquement, donc, par rapport à ce que tu as dit, les altcoins, il faut vraiment rentrer dans le sujet, y aller, donc se renseigner donc, du projet qu'il y a derrière, parce qu'il y en a plein. Certains, donc, comme tu dis, sont très risqués. Donc là, moi, je vais revenir sur ceux qui sont les plus connus. Allez, je vais te sortir un classement que j'ai vu dernièrement. Donc bien sûr, tu as parlé tout à l'heure d'Ethereum. Donc ça, je pense que les gens connaissent, ça c'est pas un problème. Le Ripple, tu penses quoi du Ripple? Alors ça, là Là, je vais t'embêter, hein. j'ai une position très particulière sur le Ripple. Enfin, voilà. Après, Dis-le, c'est pas grave. bah, en fait, tout simplement, le Ripple pour moi, ça bafoue en fait la première règle de la crypto-monnaie, c'est-à-dire la décentralisation. Aujourd'hui, 60% du Ripple est possédé par les fondateurs ou des gens qui sont chez Ripple. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si un jour eux, ils décident de faire monter ou de descendre le cours, ils ont la possibilité de le faire. Parce que c'est eux-mêmes, en fait. Il y a un conflit d'intérêts entre les deux. Et ça me gêne. C'est que c'est l'entreprise qui possède en plus des Ripple. Et pour moi, la décentralisation, aujourd'hui, c'est la base de tout. Bitcoin, on va sur le Bitcoin parce qu'on sait très bien qu'il y a, pas de tiers de confiance à l'intérieur et que bah, voilà, le marché, oui, il évolue, oui, il y a des gens qui vendent, oui, il y a des gens qui achètent. Mais voilà, le Ripple aujourd'hui, voilà. Après, il a un vrai projet aussi, hein, parce que tu vois, sur l'accélération des transactions financières, c'est génial, hein, beaucoup utilisent le Ripple pour les transactions et c'est top. Maintenant, je pense qu'il va avoir beaucoup de,
comment dire, C'est risqué parce qu'il y a trop d'humains dedans, on va dire. ouais, Il y a trop voilà. d'intérêt. Ouais. Litecoin, qu'est-ce que tu penses du Litecoin? Euh, Litecoin, pour moi, c'est un vrai projet à potentiel qui va probablement suivre le cours de l'Ethereum dans l'histoire. Il est huitième aujourd'hui sur le CoinMarketCap, mais pour moi, il va rapidement dépasser le Ripple qui est passé septième, hein, d'ailleurs au passage. Après, il y a quand même du lourd devant pour aller chercher. Tu vois, moi, il y a une crypto-monnaie où il y a un vrai projet derrière, il y a tout un écosystème, c'est Polkadot. Polkadot qui a un vrai écosystème complet et qui va peut-être potentiellement concurrencer l'Ethereum sur plusieurs points. Ça peut être incroyable, hein, enfin, pour moi, cette crypto-monnaie va valoir de l'or Bon, Après, ce n'est que mon avis, hein. il est pas dans ma liste. Bon, on en parlera dans un an. Stellar Lumens. Bah, Stellar Lumens, c'est pareil. Enfin, pour moi, ça, là, tu es en train d'aller chercher des projets qui ont clairement un vrai potentiel sur l'avenir. Je t'ai pris un classement qui est de 2020 qui donne les meilleurs altcoins. Donc, comme ça, je me suis dit, D'accord. je vais te dire dessus, on verra, parce que moi, je les connais. Je les connais de nom, mais j'ai pas été chercher. Pour moi, c'est Bitcoin et le reste n'existe pas. Voilà, c'est pour D'accord. ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont plus curieux que moi, qui veulent peut-être prendre des risques et aller chercher. Moi, je fais Bitcoin, je m'embête pas après. Voilà. Alors, le souci, Donc, c'est que le Stellar Lumens, pour revenir au XLM, en fait, il a déjà bien progressé, hein, sur le début d'année 2021 et même la fin d'année 2020. Donc la question se pose, se dire, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup, en fait? Alors après, voilà, c'est chacun sa position. donc là, c'est personnel, il faut vraiment voir son intérêt, Ouais, comme on a tout à dit. fait. Tout à fait. Le Cardano. Cardano, pareil, un gros projet. Alors pour info, le Cardano a été créé par un des fondateurs d'Ethereum. Et donc forcément, on est sur des bases technologiques très solides. Donc Cardano, gros potentiel à l'avenir. Et en fait, on est un petit peu dans le même cas que le XLM. La question, en fait, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est pas la question de la rentabilité, parce qu'on sait qu'on va faire de la rentabilité en crypto-monnaie, notamment sur ce type de choses. Mais c'est de se dire, est-ce que je pourrais pas trouver mieux ailleurs, et voilà, pour optimiser mes rentabilités. Si on réfléchit comme un investisseur, c'est un petit peu ça. De pas acheter en se disant, enfin en faisant FOMO, donc en fear of missing out, donc la peur de manquer l'opportunité, en sautant dessus. Moi, la personne qui me dit j'ai 300 euros à mettre en crypto-monnaie, qu'est-ce que tu veux me conseiller? Je dis, t'embête pas, quoi. Tu prends 150 balles de Bitcoin, 150 balles d'Ethereum, et puis tu reviens dans 3 ans. Ça, c'est un petit peu le même principe avec le Cardano et le Stellar. Ouais, il faut avoir l'esprit d'un pur investisseur, comme en bourse, pas de diviser, si, de diviser, de mettre sur différentes altcoins, de prendre l'argent qu'on est prêt à perdre. Dans son esprit, c'est perdu. On laisse dormir, on revient quelques temps après. Sans être tous les jours à là regarder ses cours, à dire ah non, je suis riche. Non, non. C'est aussi le projet, comme ça au moins, voilà, si on les a perdus, c'est perdu. Si ça marche, on est content. Exactement. Je finis avec un peu ce qu'il y a dessus, parce que nous, on n'y connaît rien. On n'est pas des experts comme toi. Donc le Tron. Ouais, moi, alors ça, c'est une crypto-monnaie alors je n'ai pas en portefeuille, mais j'y crois vraiment pas mal. On est sur un réseau similaire à Ripple, sauf que là, c'est décentralisé, donc ça, c'est déjà une première chose très très intéressante. Et aujourd'hui, en fait, c'est le Tron, donc le TRX. Il permet les échanges entre les différentes plateformes, notamment. Par exemple, on a Binance, on a Coinbase comme grande plateforme, on a Huobi, des choses comme ça. Et en fait, la plupart des plateformes commencent justement à adopter le TRX. Et le TRX, c'est transactions quasi instantanées. Donc, c'est-à-dire que ça passe d'une plateforme à une autre de façon instantanée. Et les frais sont soit entièrement gratuits, ou soit ça va représenter 10 centimes. Donc 10 centimes de dollars. Donc au final, rien du tout. Et il y a un vrai potentiel sur le TRX aujourd'hui. Alors en disant ça, je pense qu'il y a des gens ils vont sauter dessus. C'est pas forcément le but. Comme d'habitude, on est sur de la diversification et c'est surtout pas un conseil d'investissement. Je me protège par rapport à ça parce que je sais que ça, voilà, faut faire vraiment très attention par rapport à cet investissement. Aujourd'hui, le TRX a un potentiel. Alors moi, sur mon analyse perso, je trouve qu'il a un potentiel supérieur au XLM par exemple. D'accord, XLM, quand tu dis XLM, c'est Stellar. Ouais, c'est le Stellar Lumens. Tu parles de code, t'es habitué. Le Tezos, le XTZ. Bah, Tezos, projet français. Donc déjà, je pense que c'est quelque chose à mettre en avant. Premier gros projet français. Cocorico. Voilà, Cocorico. Projet intéressant, mais français. Et aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir de vraies difficultés pour Tezos sur l'année 2021 au vu de la politique que veut mettre en place Bruno Le Maire.
Donc ça, il va falloir faire attention à la législation du pays en lui-même. Et là, malheureusement, c'est un petit Voir peu à s'ils sont... l'époque où on avait le Minitel. Je sais pas si tu te souviens. Voir s'ils sont... Si, bah, moi j'ai 45 ans, donc je me rappelle. Donc ouais, il faudra juste qu'ils fassent de la politique ou qu'ils changent de pays, comme certains Français qui sont partis au Japon ou au Panama. Mais bon. Voilà, on verra la suite, ouais. Léos. EOS, alors ça c'est une crypto-monnaie que j'ai en portefeuille, qui m'a été conseillée par en fait la personne qui est mon mentor. En fait, je travaille en direct avec un trader professionnel, et donc il m'a été conseillé par cette personne-là. Alors je t'avouerai que je l'ai acheté bien plus bas que le prix actuel, qui est autour de 3,50 $. Je crois que je l'ai acheté à 2,20, chose comme ça. Mais bah écoute. Moi, en fait, pour moi, t'es dans la lignée, en fait. Tout ce que tu dis, en fait, t'es dans la lignée des Cardano, donc des Stellar, des VeChain, tu vois, toutes les crypto-monnaies comme ça, des Monero. En fait, c'est toutes des crypto-monnaies qui ont un background, si tu veux, qui sont pas là depuis 6 mois, en fait. Qui ont vraiment un bagage. Pour certaines, elles étaient là en 2017, donc elles ont connu la baisse magistrale qu'il y a eu en 2018. Enfin, sûr, il y a tout ça. Donc, Certaines, en fin de compte, si tu les tiens, comme on disait pour le Bitcoin et comme je dis avec Xola et Ziga, et je crois que c'est une tendance en finance aussi qu'un actif à plus de 10 ans de cotation, on peut savoir comment la gérer, on peut étudier. Donc techniquement, par rapport à ce que tu as dit, tu en prends 3-4 dans la liste là, des 10 que j'ai pas fini, il en reste une que tu dois connaître. Tu la prends, tu as ton 3 ans. Et déjà, donc, tu auras toi-même donc, des connaissances, tu auras peut-être surveillé un petit peu, et celles que j'ai citées, dans 3-4 ans, auront déjà plus de 10 ans de trading, entre parenthèses, et donc, elles seront rentrées dans le truc classique, voilà, quoi, c'est un actif comme un autre, quoi. C'est ça, et c'est pour ça notamment que le Bitcoin attire énormément, parce que c'est lui tout simplement le plus vieux. C'est simple Voilà, ça. tout à fait. Le dernier, le Dash. Alors, le Dash, écoute, on est sur ce type de projet. Alors, je suis en train de reprendre des notes, parce que le Dash, c'est un projet qui est quand même un peu spécifique. Dash, on est sur un gros projet. En fait, si tu veux, c'est que là, tu as cité par exemple que des crypto-monnaies qui sont dans le top 50, voire même le top 20 des. C'est le top 10 des devises. Hein. Parce que moi, j'ai été voir le site cryptonote.fr. Il y a un listing des 10 actions 2020. Enfin, des 10 altcoins 2020. Et c'est ce qui était cité. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on va s'en servir. Tu vois, le Dash, il est 35e en fait sur le rang des CoinMarketCap. Donc CoinMarketCap, pour info, c'est la capitalisation de la crypto-monnaie. C'est combien ça vaut en fait, tout simplement. Et le Dash est 35e. Bah pareil, en fait, on est sur des rentabilités qui sont similaires à tout. Tu vois, les gros projets pour moi qui peuvent vraiment, vraiment exploser sur le top 10, donc c'est Polkadot, c'est VeChain, c'est EOS. Et après, tout ce qui est Dash, Cardano, XLM, tu vois, des cryptos comme ça, même Ethereum, hein, parce que je l'avais dedans, ça va te faire un x2. Je pense que le x2, honnêtement, aujourd'hui, ça va être une formalité sur l'année 2021. Et pour ceux qui vont réécouter ce podcast en 2022, si ça se trouve, ils vont se dire, mais ce gars-là, c'était vraiment... ils ont rien fait du tout, c'était vraiment une pipe. Mais bon, on verra à ce moment-là. Mais pour moi, voilà. Bah, si, comme on a dit, t'en prends 3, 4 ou même 5, voilà, il y en a au moins une qui va faire quelque chose de... Ah, il y a de très fortes chances. Bah, même en vrai, enfin, genre, la personne qui prend juste de l'Ethereum aujourd'hui, elle prend très très peu de risques. Surtout si elle l'achète aujourd'hui, parce que le marché a corrigé un petit peu aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui... Ouais, ils ont eu des petits soucis au mois de janvier, je crois. Tu vois, bah c'est normal. Je discutais notamment avec Rémi Piccioli qui tient la page Cryptopolitain sur Instagram, qui est une référence française dans l'histoire. Et moi, il me dit, moi, je possède de l'Ethereum depuis très longtemps, et mon premier palier de vente, c'est 5000. C'est pas avant. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Bah ouais, parce que ça va régler tellement de problèmes. Que ça va avoir une vraie valeur en fait. C'est la valeur de son utilité. Le Bitcoin, ça va être la valeur va être liée à sa rareté, et l'Ethereum va avoir sa valeur liée à son utilité en fait. En fait, quand tout le monde va prendre sa place, comme sur Internet, il y a, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que bon, ils ont pris trop de pouvoir, mais Google et Facebook ont leur place dans le système. Le Bitcoin, c'est l'or. Enfin voilà, tout est changé dans le numérique, mais chacun a sa place. Exactement. Donc, il faut juste réussir à deviner
qu'est-ce qu'ils vont faire dans 5 ans. Il faut être un peu visionnaire, hein, comme toujours, et voir si derrière il y a des visionnaires, parce que je crois que chez Ethereum il y a un visionnaire. Chez les autres, comme tu as dit, bon bah c'est un peu différent, mais voilà, il faut investir dans la technique, dans l'outil, mais aussi dans l'humain qui a créé et l'équipe qui va avec. Donc si j'ai bien compris. C'est fondamental. Aujourd'hui, il faut savoir, enfin, je veux dire, moi, là, il y a tellement de personnes qui voient juste l'appât du gain en crypto-monnaie et c'est des personnes qui vont sortir du marché beaucoup trop tôt. Enfin, j'ai le souvenir d'un ami qui est au Québec et en fait qui est sorti en novembre 2020 parce qu'il avait un besoin d'argent et je suis sûr qu'il aurait pu trouver d'autres sources. Bref, il est sorti en novembre 2020. Le Bitcoin explose en décembre et les autres altcoins ont commencé à vraiment performer sur janvier, février, donc actuellement encore en février 2021. Mais il est passé à côté de milliers d'euros. Enfin voilà, il avait dû investir quelque chose comme 800 euros, chose comme ça. Il aurait pu avoir aujourd'hui 2005-3000, sauf qu'il a tout retiré parce qu'il a eu une chose, c'est qu'il avait déjà investi une somme, il en avait besoin de cette somme d'argent. Et puis il n'a pas été patient, c'est tout. Il n'a pas été Et patient. puis il n'a pas été chercher une autre façon, donc souvent ça arrive, hein, moi ça m'est arrivé, d'aller chercher cet argent-là, ou de trouver un moyen pour dire voilà, il faut le laisser, il faut pas le toucher. Donc, Ah, mais bien bon, sûr. souvent voilà, on a la facilité, on se dit voilà, on prend cet argent-là. Mais bon, ce qui est fait est fait. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, je vais pas te prendre plus de temps, je vais juste te poser les questions que je pose à tous mes investisseurs. Quel est actuellement le business que tu ferais à part celui que tu fais actuellement? C'est une bonne question. Parce que honnêtement, j'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment et c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie et c'est incroyable. Enfin, aujourd'hui, c'est incroyable ce qui se passe. Euh, Bah écoute, j'aime bien l'IMO, mais ça serait plutôt de l'IMO d'envergure, tu vois, du rachat, de l'achat-revente d'immeubles avec plus-value. Enfin, tu vois, sur de l'investissement. Moi, c'est ce que j'aimerais faire sur la suite, tu vois, pour sécuriser mon capital en crypto que je commence à avoir. Il va falloir à un moment investir dans quelque chose de différent. Et puis, voilà. Après, De c'est. diversifier. Dans tout Ouais, cas, tout ça. on a bien compris que tu as un vrai profil d'investisseur. Je pense. Et donc ça tombe bien, il y a la deuxième question, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Eh ben, écoute, je pense que ça m'a appris énormément. C'est qu'en fait, mon premier locatif que j'ai acheté à l'époque, donc c'était il y a 7 ans, j'ai acheté un locatif et en fait, j'ai fait tout vite. J'ai pris des locataires, sauf que j'ai pas verrouillé complètement le dossier des locataires. Et je me suis retrouvé avec 8 mois d'impayé loyer, la banque aux fesses, la totale. Et en fait, là, je me suis rendu compte. Alors, déjà, ça m'a mis dans la merde financièrement. Et je me suis rendu compte que en investissement, t'as jamais le droit au hasard. Et il faut une rigueur et une discipline, un petit peu à l'image d'un sportif de haut niveau. C'est que tu ne laisses rien au hasard. Et aujourd'hui, en crypto-monnaie, je ne laisse rien au hasard. Et en immobilier, maintenant, je ne laisse rien au hasard. C'est impossible pour moi. Et les gens qui se plantent, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils se sont dit, bon, on verra demain, bon, allez, bon, c'est pas grave, je vais faire ça. Mais non, en fait, il n'y a pas d'aléatoire possible. Il faut bien ficeler Exact, son dossier et apprendre et connaître par cœur. toujours. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur ou investisseur? Parce que là, on parle d'investissement. Euh, L'éducation financière au-delà de tout investissement, en fait. En fait, il faut essayer de trouver un mentor, il faut essayer de trouver là où les bonnes personnes ou le collectif qui fait que on passe le cap et qu'on comprend les choses. Tu vois, aujourd'hui, les gens, il y a tout le monde, enfin, aujourd'hui, c'est pas compliqué d'acheter du bitcoin. En 10 minutes, tu achètes ton bitcoin sur Binance, c'est terminé. T'en achètes pour 10 euros, 15 euros. Sauf que le plus compliqué, c'est de tenir et d'être patient, en fait. Et si t'es pas mentoré, si t'es pas éduqué financièrement, t'es mort sur le marché, c'est fini. Parce que du coup, les banques, elles savent très bien comment les gens réagissent. Si t'as de l'émotionnel, bah, t'es cuit. Et les gens aujourd'hui, tu vois, moi je vois des choses passer sur Facebook, sur le groupe Crypto-Monnaie France, qui est un groupe qui est très très bien, hein. Mais il y a beaucoup de nouveaux sur ce groupe. Et je vois des gens qui partagent leur portefeuille et qui disent qu'est-ce que vous en pensez? Mais à quel moment tu vas demander à ton garagiste de te faire du pain parce que ton boulanger il est pas dispo? Enfin, c'est pas possible, ton garagiste voilà, il va réparer ta voiture, mais il va pas te faire du pain, il va pas faire ta plomberie, enfin c'est pareil quoi. Tu t'entoures des bonnes personnes en fait. C'est vraiment ça. Ok. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ah là 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 là, j'en ai plusieurs, hein. J'en ai plusieurs. Après, j'ai des basiques. Si tu veux, des basiques comme Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill qui te Très bon. permet d'ouvrir énormément de choses.
J'ai du Robert Kiyosaki parce que pour moi c'est fondamental. Moi ils m'ont tous énormément marqué. J'en ai plusieurs. Allez, je vais t'en citer 3 parce que sinon je vais m'enflammer et on va s'arrêter là. Je te parle des 3 qui m'ont le plus marqué. Le premier qui m'a fait décliquer, c'est l'effet cumulé de Darren Hardy. Ah, il est super celui-là. Moi, c'est le livre qui m'a fait décliquer sur énormément de choses. Tout à l'heure, tu parlais de discipline. Donc ouais, ça c'est vraiment le livre. Exactement ça. C'est patience, discipline et toujours là. Et donc ça, c'est le premier, Darren Hardy, l'effet cumulé. En plus, il se lit très très bien. Moi, je suis pas du tout lecteur à la base et ça m'a mis à la lecture. Moi, je l'ai beaucoup écouté en audio parce qu'il est aussi en audio. Donc je l'ai lu, mais on m'a volé le bouquin malheureusement. Et après, je l'ai écouté en audio. Il est vraiment très simple. Malheureusement, il parle trop en bien de l'ancien président parce qu'il est fan de Trump. Mais bon, ça c'est. Ouais, mais ça on s'en fout, ça j'ai envie de te dire. Ça, non, il le cite beaucoup dedans. Donc après, quelqu'un peut être choqué s'il aime pas Trump. Mais bon, moi à l'époque aussi, j'aimais Trump. J'avais tous ses bouquins, j'ai tout revendu. Mais bon, voilà. Mais après voilà. Ça c'est le premier. Alors évidemment, derrière, il y a le classique Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est pour moi le must du must pour la compréhension de ce que c'est que l'investissement et de la logique d'investissement et d'éducation financière. Et puis après, il y a un troisième qui permet de prendre conscience et qui donne des claques en fait. Si tu veux, c'est que tu as un bouquin pour chaque truc, un bouquin pour la prise de conscience, un bouquin pour comment investir et un bouquin pour te faire prendre conscience et te mettre des claques. C'est le cadran du cash flow. Ah là, je l'adore celui-là aussi. Le bouquin, enfin voilà. Pour moi, il te fait comprendre. Bizarrement, pour moi, il devrait être le plus connu que Père riche parce qu'il est aussi bien. Mais celui-là, quand on parle d'investissement, des 4 niveaux, il est extra. Ah bah après tu prends toute la clique de Robert Kiyosaki, c'est fantastique, mais c'est vrai que le cadran du cash flow te permet de comprendre où tu es et te permet de te dire tu n'es pas à ta place si tu veux vraiment aller chercher la liberté financière. Et il t'explique par A plus B pourquoi. C'est fantastique. Et pareil, il est en audio. Moi, je l'ai écouté des millions de fois. Donc, ceux qui veulent pas se prendre la tête ou qui veulent pendant qu'ils sont en voiture et qu'ils écoutent pas mon podcast, ils peuvent l'écouter. Pourquoi pas. Exact. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir ? Compétence que je rêve d'avoir, c'est une très bonne question parce que quand tu as la tête dans le guidon, comme je peux l'avoir en ce moment, ça c'est franchement la maîtrise émotionnelle à n'importe quel montant d'investissement. Tu vois. Encore une parole de vrai investisseur. Ouais, c'est vrai. Non, parce que si tu veux, c'est que quand t'arrives, quand t'es sur des montants 100 000, 200 000, pour moi, ça reste encore gérable. Mais je suis pas rendu au million, tu vois, par exemple. Moi, ça c'est un des objectifs que je me suis fixé sur les 3-4 prochaines années. Et tu te dis, admettons, quand t'as 1 million en crypto, est-ce que tu gères de la même manière ? Alors, j'ai quelques copains qui sont à ce niveau-là et qui me disent que c'est exactement la même chose, et je conseille des gens qui vont pas tarder à arriver à ce niveau-là. Mais tu te dis, est-ce que toi, en tant que personne, tu vois, quand tu as connu un peu la galère financière, quand tes parents ils étaient employés et que t'as pas des parents qui roulaient sur l'or, tu te dis, quand tu as 1 million, quand tu as 2 millions en investissement, comment tu réagis, quoi. Moi, je suis pressé, et tu vois, je suis un peu impatient de connaître ce genre de situation, et que je me mette moi-même des claques au moment où je devrais prendre des décisions. Honnêtement, je pense que ça le ferait, mais je suis curieux de savoir ça, de dire comment mon émotionnel va réagir, en fait. Bon, tu nous tends la perche, donc on te réinvitera dans 1 ou 2 ans, on verra où tu en es. Est-ce que tu as fait des bons pronostics? On verra. D'accord, donc excellent. pour te joindre, je mettrai ton Instagram. Toi, tu es vraiment un jeune, si tu veux qu'on te joigne que juste sur Instagram. C'est ça. Sinon, il y a ta chaîne YouTube, même si tu produis pas assez, mais tu vas commencer à t'y mettre. Elle est toute récente. Elle est toute récente, voilà. La chaîne YouTube. C'était sur pas mal de demandes de la communauté, donc j'ai tout lancé, début 2021, mais sinon, Instagram à fond pour pouvoir me contacter. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.